Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR, chaîne sur laquelle on pense le jeu de rôle pour vivre et faire vivre des expériences personnelles et viscérales. Et justement, sur cette chaîne, je m'adresse souvent aux maîtres du jeu qui portent une très forte responsabilité dans la réussite de ce type d'expérience. Mais le personnel et viscéral repose aussi largement sur les épaules d'une autre espèce, l'espèce du joueur. Par conséquent, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas laisser ces derniers en reste, et je vais vous énoncer et développer un petit peu les 10 fondamentaux, que dis-je, les 10 commandements qui font d'un joueur un bon joueur de jeu de rôle. Mais attention, je ne parle pas de bon joueur de jeu de rôle en termes absolus, mais uniquement par le prisme de ce que moi je recherche spécifiquement, à savoir ces fameuses expériences personnelles et viscérales. Premier commandement donc, tu respecteras la proposition de départ. Pour rappel, la proposition de départ est validée en amont d'un scénario ou d'une campagne, beaucoup plus souvent d'ailleurs en amont d'une campagne, il faut être honnête là-dessus. Et ça peut être quelque chose de très spécifique ou d'assez large, mais en tout cas, la réflexion du maître du jeu et des joueurs par la suite pour la création des personnages ou le développement de l'histoire s'articuleront toujours autour de cette proposition, de près ou de loin. Ça évite que les idées de chacun se marchent mutuellement dessus ou entrent en opposition et qu'on reste avec une histoire un tant soit peu cohérente qui va dans une même direction globale. Et je ne parle pas de choix quand je parle de direction, mais c'est plutôt une connotation globale de l'histoire. Cette proposition est donc très importante pour les expériences personnelles et viscérales parce que ça permet un démarrage de folie tout de suite dans une même direction, dans un même courant d'histoire, plutôt que de tâtonner au début de la partie pour savoir ce que l'on va faire et ce que sera finalement la proposition de l'histoire. Ce petit rappel fait, je vais développer un peu ce que j'entends par ce commandement-là. Les joueurs doivent bien sûr s'efforcer de respecter cette proposition, en particulier au début d'un scénario et d'une campagne. Bien oui, parce qu'il ne s'est encore rien passé et tout ce qu'on a, c'est la proposition initiale qui va propulser l'histoire. Donc c'est particulièrement important au début pour lancer tout ça, mais ensuite, lorsque l'histoire va se complexifier, que de nouvelles choses vont émerger, bien évidemment, on peut s'autoriser à dériver de cette proposition initiale parce que ça va devenir, on va dire, cohérent narrativement parlant. Et la chose va pouvoir se faire de manière organique. En revanche, si dès le début vous allez à l'encontre de la proposition de l'histoire, vous ne permettez pas à celle-ci de se lancer et elle ne va même pas s'ouvrir dans la direction qui vous aurait permis ensuite, éventuellement, d'en dériver. Je vais vous donner deux exemples concrets pour m'expliquer un petit peu en prenant deux de mes campagnes. La campagne Au nom des pères, avec comme proposition de départ le fait que les événements allaient faire en sorte que les personnages joueurs allaient suivre un patron pour des raisons personnelles, qui étaient propres à chacun des personnages, pour aller faire tomber un personnage important dans une grande ville. En gros, c'était ça la proposition. Eh bien, j'attendais des joueurs que lorsque ces événements se présenteraient, très rapidement d'ailleurs dès la première session, eh bien ils adhèrent à cela et aillent dans le sens de suivre ce patron pour se diriger vers cette mission principale, en tout cas au départ. Je ne voulais pas qu'ils me disent « Ah, non, je refuse la proposition, j'essaie de fuir et je vais à l'autre bout de la carte ». Ça n'aurait aucun sens en termes de proposition et un bon joueur va suivre cette proposition dans un premier temps. Pour autant, par la suite, les choses ont drastiquement changé à mesure que l'histoire s'est complexifiée, que des factions sont apparues, que des enjeux personnels se sont développés, et les joueurs ont plusieurs fois fluctué par rapport à cette proposition de départ, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas restés dans le même camp, ils ont eu des doutes, ils ont suivi des choses qui n'étaient pas prévues, qui pouvaient même aller à l'encontre de la proposition principale. Pour autant, je considère qu'ils ont continué à la respecter, parce que même avec ces changements, même avec ces choix, issus de leur liberté de joueur, ils sont restés dans le giron de la proposition, c'est-à-dire qu'ils sont restés aux alentours de cette ville, dans les enjeux qui avaient généré la proposition de départ. Ils ne se sont pas dit « Ah, finalement, ça ne m'intéresse plus du tout, j'ignore toutes les factions, tous les enjeux, je quitte l'endroit, je prends mes clics et mes claques et je vais très loin d'ici. » Parce que là, ils sortiraient complètement de la narration, le personnage se soustrairait à l'histoire en cours. Donc adhérer à une proposition, ce n'est pas finalement simplement se coller au spécifique de la proposition initiale, c'est rester dans le giron de cette proposition tout du long du scénario ou de l'histoire. Je vous donne un dernier exemple, et ça sera probablement le commandement que je vais le plus développer, donc ne vous inquiétez pas.
Dans ma campagne Les Enfants du Fleuve, les joueurs, les personnages se réveillent 20 ans après leur disparition au bord du fleuve, ils ont grandi, ils n'ont pas de souvenir de ce qui s'est passé, et je leur ai dit, dans la proposition de départ, si à un moment des choses émergent qui peuvent permettre à vos personnages de découvrir ce qui s'est passé, dans les souvenirs qu'ils n'ont pas justement, alors ils vont naturellement s'y intéresser. Ça, c'était très important au départ. Pour autant, vers la fin de la campagne, ils ont décidé, parce que des choses ont émergé, que leur priorité n'était plus là, et qu'ils ont décidé finalement de sacrifier leur quête personnelle du souvenir à d'autres choses, et c'est arrivé de manière totalement cohérente, totalement organique, justement parce qu'ils ont pu se lancer dans les complexités de l'histoire en respectant la proposition, à minima, initialement parlant, et ensuite en restant dans son giron global. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Parfois, c'est assez subtil et on peut par inadvertance ne pas respecter une proposition, et c'est pour ça que je considère que c'est l'un des commandements qui font d'un joueur un bon joueur pour les histoires personnelles et viscérales. Deuxième commandement, tu resteras cohérent avec l'esthétique et l'ambiance. Alors, je peux parler d'une esthétique et d'une ambiance globale, c'est-à-dire une ambiance fil rouge à une campagne ou à un scénario qui va imprégner l'histoire de manière permanente, ou ça peut être une ambiance et une esthétique dans une scène donnée, parce que bien évidemment, les esthétiques, les ambiances peuvent changer d'une scène à l'autre, c'est entendu. Eh bien, quand ce type de scène ou que ce type d'histoire existe, soit par l'initiative de ce que propose le MJ ou par l'initiative des autres joueurs d'ailleurs, parfois les choses émergent et ce sont les joueurs qui créent les scènes, eh bien il convient qu'un bon joueur soit en adéquation avec l'esthétique, l'ambiance de la scène. De manière assez schématique, si une scène triste est en train d'avoir lieu, ça va sans doute vous paraître évident, eh bien qu'il ne fasse pas quelque chose qui va complètement casser l'ambiance de la scène. Sauf si finalement, c'est extrêmement cohérent, mais ça serait une exception, où le personnage a du mal à supporter cette tristesse et il va sortir une vanne. Et encore, il faut parfois faire attention à cela, parce que même avec de bonnes intentions, on peut casser une scène ou une ambiance, une esthétique globale, et je pense qu'il est de la responsabilité d'un bon joueur de tenter de respecter cette esthétique, cette ambiance, ce qui en aucun cas ne va réduire considérablement tous les choix qu'il pourra avoir à sa disposition dans la manière qu'il aura de coller à cette ambiance, de réagir à cette esthétique. Donc ça, c'est un élément important. Je vais essayer de vous donner un autre exemple, peut-être un peu moins caricatural. Si la thématique de l'histoire en cours, du scénario, de la campagne, de la scène, peu importe, est l'amitié entre les membres du groupe, eh bien, ne commencez pas à vous tirer dans les pattes volontairement ou à jouer des relations qui sont intrinsèquement délétères. Ça n'ira pas avec l'ambiance et l'esthétique globale, ça va même nuire à l'histoire de manière assez poussive. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous allez me dire, ah, encore un carcan que l'on rajoute à l'histoire. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, le personnel et viscéral a besoin d'un carcan aussi large soit-il. Sans carcan, il n'y a pas de forme, sans forme, il n'y a pas de caractère, et sans caractère, il n'y a pas de personnel et viscéral. Troisième commandement, tu seras proactif. Alors, le maître du jeu, surtout au début de son scénario et de sa campagne, a un rôle de propulsion dans l'histoire. Ça, c'est un fait, j'en ai déjà parlé, notamment dans ma dernière vidéo sur les campagnes ouvertes. Et donc, le maître du jeu va devoir propulser son histoire en amenant un ou plusieurs éléments perturbateurs, auxquels vont réagir, je dis bien réagir, les joueurs, les personnages. Ça, je le crois fermement. Pour autant, une fois que ça a démarré, que c'est posé, eh bien, les bons joueurs ne seront pas dans l'attente que le travail leur soit mâché systématiquement. Ils vont agir, ils vont créer du jeu, ils vont générer eux-mêmes de l'histoire. Alors, concrètement, comment cela se traduit-il? Comment peuvent-ils générer l'histoire? Eh bien, en s'intéressant à l'univers, en s'intéressant aussi, et surtout d'ailleurs, aux PNJ, en interagissant avec eux, en les prenant en compte dans leurs plans, dans leurs objectifs, en faisant pourquoi pas des causes. Ils ne sont pas d'ailleurs obligés d'aimer les personnages non-joueurs, ils peuvent même les détester. Ils vont aussi trouver des idées qui sortent des clous, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément attendre que le maître du jeu expose clairement le choix A, le choix B, le choix C.
voyez, ils vont essayer de faire émerger d'autres choses, de passer des barrières, et ça sera là au maître du jeu de s'adapter pour pouvoir étoffer l'histoire autour des choix un peu pertinents de ces bons joueurs qui seront proactifs, qui seront donc générateurs d'histoire. En d'autres termes, j'aime bien utiliser ce petit schéma, les bons joueurs vont appuyer sur les différents boutons que le maître du jeu va présenter. Parfois même, ils vont créer leurs propres boutons, et certains d'entre eux vont même appuyer sur tous les boutons. Alors ça peut être de manière sensée ou complètement insensée, et j'ai envie de vous dire, ce n'est même pas très grave. Ce qui est sûr, c'est qu'interagir avec ces éléments va faire tomber des dominos, ça va créer du mouvement, et le mouvement, c'est l'histoire. Encore une fois, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les campagnes narratives ouvertes, je vous mets le lien en description. Je détaille un petit peu ce concept de l'histoire, c'est le mouvement. Et ces bons joueurs sont proactifs, vont créer ce mouvement, cette histoire. Quatrième commandement, tu montreras ton enthousiasme. Alors là, je vais parler vraiment de manière personnelle. Pour moi, en tant que maître du jeu, et je ne pense pas être seul là-dedans, c'est très important de voir que les joueurs adhèrent à ce que je leur propose, qu'ils s'amusent, qu'ils sont vraiment emportés, qu'ils accrochent tout simplement. J'ai besoin de savoir que ce que je propose, la partie qu'on est en train de jouer, leur plaît tout simplement. Il faut que je le voie, ça va vraiment garder ma motivation au beau fixe. Et donc, les bons joueurs vont montrer au maître du jeu qu'ils s'amusent. Alors, vraiment, ce n'est pas une histoire de recherche de compliments ou de tapis rouge. C'est plus pour vérifier que les signaux sont au vert et que donc on peut être paisible et se concentrer sur le plaisir de jeu en tant que maître du jeu. Et ça sera grâce à ces bons joueurs qui vont notifier d'une certaine manière le fait qu'ils s'amusent. Ça peut se faire de bien des manières et il ne faut pas grand-chose. C'était génial ou vivement la suite, ça suffit complètement pour montrer l'enthousiasme. Alors évidemment, seulement si c'est vrai, et on y reviendra pour le commandement suivant. Si vous n'êtes pas quelqu'un de démonstratif, ça arrive, je connais plein de joueurs introvertis, j'en ai moi-même dans mon groupe, il n'y a pas de problème, il y a d'autres moyens de montrer que vous êtes enthousiaste. Vous pouvez montrer de l'intérêt, poser des questions, parler au maître du jeu ou aux autres joueurs de l'histoire, fomenter des plans, cogiter sur les enjeux, le partager avec les autres. On verra que vous êtes investi et par conséquent enthousiasme à l'idée de ce qui se passe. J'ai des joueurs, notamment un, il planche comme un fou sur la toile de fond, il essaie de comprendre les intrigues, il formule des théories. Je vois par ce biais qu'il est enthousiaste. Je n'ai même pas besoin qu'il me dise quoi que ce soit d'une certaine manière. Donc il y a plein de manières de le faire, mais à mon avis, c'est très important et c'est un trait que beaucoup de bons joueurs, pour le personnel et viscéral, ont dans leur arsenal de joueurs. Cinquième commandement, tu parleras quand ça ne va pas. Et là, c'est un petit peu le contraste du commandement précédent. Justement, quand ça ne va pas, il faut absolument le dire. Ça peut être un détail, ça peut être global, ça peut être depuis longtemps. Bref, il faut qu'un bon joueur parle au maître du jeu ou aux autres joueurs quand il y a quelque chose qui ne lui va pas. Encore une fois, ça peut paraître évident, mais ça arrive assez peu souvent en réalité, et j'aurai sans doute une histoire à développer dans une prochaine vidéo à ce titre, que j'ai vécu. Ça va vraiment aider le maître du jeu et même les autres joueurs à s'ajuster et donc à conserver le plaisir autour de la table. Parce que si vous ne le faites pas, ça peut vraiment fermenter et nuire à toute la table et à toute l'expérience personnelle et viscérale, et ça deviendra potentiellement viscéral dans le mauvais sens du terme. Alors évidemment, ça veut aussi dire qu'il ne faut pas bouder, se renfermer ou attendre que ça se passe et que ça s'améliore sans rien dire. Justement, les gens autour de la table, le MJ au premier chef, doivent pouvoir corriger le tir et un bon joueur donnera cette opportunité en se faisant connaître lorsque ça ne va pas. Il faut communiquer, tout simplement. Ça, c'est vraiment un facteur important. Sixième commandement, tu embrasseras la difficulté. Alors oui, un maître du jeu doit savoir quand rendre possible des victoires pour les personnages joueurs, c'est une évidence, victoires qui peuvent être petites ou grandes d'ailleurs, ça c'est une certitude. Pour autant, pour que l'expérience soit véritablement personnelle et viscérale, il faut que les personnages joueurs galèrent, il faut qu'ils rament, il faut qu'ils arrachent de maigres victoires avec les dents, il faut qu'ils se prennent des revers, il faut qu'ils rampent.
avec acharnement vers leurs objectifs. Sinon, ce n'est pas du personnel et viscéral. Et un bon joueur va accepter la difficulté inhérente à ce type de proposition, à ce type de campagne, à ce type de scénario, voire même, et de préférence, aimer ces difficultés. Ça veut dire aussi, on revient un peu à ça, qu'il ne faut pas bouder quand le personnage rencontre un échec. On en revient au fait de ne pas plomber l'ambiance. Il faut accepter que tout ne sera pas que succès, mais qu'il y en aura quand même, bien entendu. Le but n'est pas d'être masochiste, hein, ça c'est quand même important. Donc ça c'est vraiment important, parce que ce sont les défis et les revers, parfois violents, qui vont donner leur sel aux histoires personnelles et viscérales que vous pourrez vivre. Septième commandement, tu interpréteras ton personnage. Alors, pour qu'il y ait du personnel et viscéral, il doit y avoir de l'immersion. Et l'un des plus grands facteurs d'immersion pour moi, c'est l'interprétation des personnages, par le MJ bien sûr, mais aussi et surtout par les joueurs. C'est, je dirais, presque fondamental. J'en parlais encore récemment, ou il y a quelques mois, sur une vidéo de Kaku sur la chaîne Kaku Décidé, je vous mets le lien en description, et on a discuté spécifiquement autour du thème de l'interprétation. Le fait de vraiment jouer son personnage à la première personne. Ça, c'est très important parce que ça va rapprocher le joueur de son personnage et donc favoriser l'immersion. Ça va créer aussi de vrais dialogues entre joueurs et MJ. Les dialogues vont vraiment être vécus. Et on sait que, enfin, en tout cas, je vous le dis, je le pense, les dialogues sont des vecteurs très importants de scènes intenses, soit parce qu'elles interviennent juste après les dialogues, soit parce que justement, ça construit un petit peu, ça propose les blocs qui seront utilisés pour construire des scènes intenses plus tard, qui reviendront et qui feront écho à ces dialogues. Et puis c'est aussi là que les relationnels se tissent. Et quand on le fait de manière interprétée, eh bien il y a l'émotion en plus qui va percer, en plus du rationnel de ce qu'on va dire dans ces dialogues. Il y a vraiment toutes les dimensions dans l'interprétation, et c'est pour ça que beaucoup de bons joueurs dans le personnel et viscéral ont ce trait, respectent ce commandement, qui est d'interpréter son personnage. Huitième commandement, tu feras un effort d'immersion. Alors, c'est lié au précédent commandement, parce que l'interprétation, je l'ai dit, est un facteur d'immersion, mais il n'est pas le seul. Il y a d'autres manières de faire aussi. Et donc, l'immersion, c'est quoi? En tout cas, dans la responsabilité d'un joueur, c'est d'essayer de resserrer un petit peu la distance entre le joueur et le personnage. On est tous différents là-dessus. Moi-même, je suis quelqu'un qui compartimentalise énormément. Je n'ai pas vraiment le fameux bleed dont on parle. J'ai aussi le recul de MJ que certains ont. Là-dessus, pas de problème. Mais c'est justement pour ces raisons-là que l'effort, je dis bien l'effort d'immersion, se fait chez les bons joueurs. Ils ont conscience que ce n'est pas forcément facile, même si ça peut l'être pour d'autres personnes, parfois même trop facile, et qu'il faut justement se rapprocher. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il faut essayer d'avoir les envies similaires par rapport au personnage. Non, ou plutôt, pardon, c'est en avoir quelque chose à faire, au moins, pas autant que le personnage, mais approchant. Vous ne devez pas vous en ficher complètement de ce qui se passe. Ça peut être un effort quand on sait que ce n'est qu'un jeu, car bien évidemment, ce n'est qu'un jeu. C'est précisément ça qui rend cette immersion difficile et qui nécessite un effort. Donc ça veut dire qu'il faut essayer de se calquer un petit peu sur les ressentis de ce dernier, donc le personnage, au moins en essayant de se mettre à sa place et réagir en tant que son personnage, bien entendu, mais parfois en tant que joueur. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un échec, lorsque ça ne va pas, je ne dis pas qu'il faut bouder, bien entendu, mais ça ne me gêne pas qu'un joueur soit vraiment furieux au même titre que son personnage parce que quelque chose s'est mal passé dans le jeu. Du moment, encore une fois, qu'il n'est pas furieux parce qu'il ressent une injustice. Là, c'est autre chose, ça sort même de l'immersion parce que ça devient méta. Donc, un bon joueur va faire un effort pour s'immerger dans l'histoire et vivre les choses de manière personnelle et viscérale. Je vais vous prendre un petit exemple. C'est un peu comme quand vous regardez un film d'horreur. Si vous vous dites vraiment c'est un film d'horreur, je suis devant mon écran, je suis assis sur le canapé, vous mettez une distance entre vous et l'histoire que vous allez visionner, vous n'allez pas ressentir l'horreur au même titre. Et la personne qui est à côté de vous, parce qu'elle va vous voir en pleine confiance, ne va peut-être pas ressentir l'horreur du film comme elle pourrait. Et bien là,
c'est pareil. Ça veut dire que devant le film, si vous vous dites, allez, je me mets en condition, je me mets dans l'histoire, je fais un effort, vous allez ressentir plus de choses et vous allez influencer la personne qui est à côté de vous. Même chose dans le jeu de rôle personnel et viscéral. Neuvième commandement, tu mettras en valeur les autres joueurs. Un bon joueur, oui, ça met de la couleur, en étant proactif, en interprétant les personnages, en faisant un effort de respecter la proposition, l'ambiance, l'esthétique. En décrivant aussi, mais ça sait aussi quand renvoyer la balle aux autres joueurs pour que eux aussi puissent mettre de la couleur et briller. C'est en quelque sorte savoir leur servir de tremplin. Donc un bon joueur peut proactivement demander leur avis aux autres joueurs, entrer dans un roleplay spontané avec un autre en s'adressant à lui, ou même parler d'un personnage joueur à un PNJ pour l'inclure dans une discussion, lui donner une forme d'importance. Bref, s'investir pour renvoyer les projecteurs sur un autre joueur que lui-même. Un bon joueur n'est pas bon que seul, il a aussi conscience du groupe et de ses interactions. Et donc il va chercher à tisser des relations avec les autres joueurs, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Ce ne sont pas forcément des relations toujours positives, elles peuvent même évoluer, fluctuer. Et donc justement, il va s'efforcer de les développer en même temps que l'histoire qu'il servira, participant ainsi à construire une dynamique de groupe. Dixième commandement. Alors celui-ci va un petit peu contraster avec le reste, je ne vais pas trop m'étendre, il est assez commun, tout le monde le dit, mais je ne pouvais pas parler des 10 commandements d'un bon joueur sans parler de ça. Ce n'est même pas forcément lié au personnel et viscéral, c'est tu seras à l'heure et tu honoreras tes engagements. Pour moi, c'est important, quand on a décidé d'un horaire, d'un créneau, il faut le respecter et ne pas être toujours en retard. Alors bien entendu, je ne suis pas sectaire au point de penser qu'il n'y a jamais d'écart, ça arrive à tout le monde, ça peut même arriver assez régulièrement quand on a des enfants ou même pour d'autres raisons d'ailleurs, ce n'est pas un souci, mais dans ce cas-là, c'est tout bête, mais simplement s'excuser. Et quand je dis s'excuser, ce n'est pas faire acte de contrition en se mettant à ramper tout de suite, non, simplement s'excuser, ça montre que ça ne nous passe pas au-dessus, que c'était important et que ce n'était pas standard. Et puis donc c'est la répétition du retard qui peut commencer à poser problème. D'ailleurs, si ça arrive, je préfère qu'un joueur, un bon joueur potentiellement, propose qu'on change l'horaire plutôt que de s'obstiner à respecter un horaire qu'il ne peut pas respecter. Ça, c'est un fait indéniable. Voilà, je ne développe pas plus que ça, mais c'était important. Et en conclusion, je vais vous parler du 11e commandement. Oui, il y a un 11e commandement caché. Un bon joueur de jeu de rôle, même dans une expérience personnelle viscérale, est surtout un joueur sympathique. Un joyeux drille avec qui il fait bon jouer au jeu de rôle. Ça paraît complètement évident, mais je vais vous dire pourquoi je dis ça. Évidemment que tous les joueurs, et même beaucoup d'entre eux, voire même la majorité, ne respecteront pas à 100% les 10 commandements que je viens de lister. Et vous n'êtes pas un mauvais joueur, même de personnel et viscéral, parce que vous n'êtes pas à fond sur tous ces commandements. Le plus important, c'est que vous soyez un joueur, bien sûr, agréable, qui a à cœur de générer une bonne histoire autour de la table. C'est important parce que, évidemment, moi aussi, je joue avec des joueurs qui ne cochent pas toutes ces cases-là. Moi-même, je ne dois pas les cocher toutes, c'est une évidence. Et ce n'est pas un problème si on est une personne avec qui il est agréable de jouer. Maintenant, ceci étant dit, même si vous êtes un joyeux drille bien sympathique, si vous ne cochez aucun de ces commandements, eh bien, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Lestat JDR. Merci pour votre suivi.